Merci pour le million. Bon, ok, Ego a peut-être trouvé la formule magique sur YouTube. Par contre, si je vous disais que c'est ni ses miniatures artistiques, ni ses choix de sujets, ni même sa narration aux petits oignons qui font de lui le GOAT... En fait, nous voilà de retour dans notre soupe primordiale. Et vous n'y comprenez rien, et c'est normal, donc on va commencer par la base. Non, c'est quelque chose de bien plus profond que ça. Parce que ça fait des mois que j'analyse méthodiquement chacune de ses vidéos. J'ai décortiqué plus de 100 pages de rapports, j'ai disséqué toutes ses techniques, et j'ai étudié toute son évolution. J'ai compris comment il travaille ses angles, comment il travaille ses open loops, comment il travaille sa rétention. Bref, j'ai maintenant sous la main, et là-dedans, la recette pour faire du Ego. Mais cette recette, malheureusement, j'ai bien peur de pas pouvoir en faire grand chose, parce que la réalité, c'est que Ego prend le contre-pied de toutes les techniques qu'on vous enseigne pour réussir sur YouTube. Alors forcément, ça soulève un paradoxe. Si Ego peut réussir en ignorant toutes ces règles, est-ce que ça veut dire que finalement, les conseils que je vous donne sur cette chaîne depuis des années sont totalement faux? Est-ce qu'on ne devrait pas finalement tous essayer de faire comme lui? On a un début de réponse parce qu'il y en a plein qui ont essayé, et qui finalement se sont cassés les dents. Alors aujourd'hui, après des mois de travail, après des heures de recherche, il est enfin temps que je vous dévoile tout ce que j'ai appris. Vous allez enfin savoir ce que renferme la chaîne d'Ego, et pourquoi c'est inquiétant pour l'avenir de YouTube. Commençons par les faits. Ego, c'est sans doute un des créateurs qui a atteint le plus vite le million d'abonnés en France. Et il a réalisé cet exploit en publiant très peu de vidéos et sans aucun short. Il a même frôlé le titre de créateur de l'année 2024, si seulement un certain Inoxtag avait pas décidé de gravir l'Everest la même année. Et pourtant, regardez ce que fait Ego sur sa chaîne. C'est quasiment que du vide, là où n'importe quel expert YouTube vous dirait qu'il faut des visages expressifs, qu'il faut avoir du texte impactant, qu'il faut avoir des couleurs qui contrastent. En plus de ça, il se permet de démarrer des vidéos des fois avec des fondus au noir de 4 secondes, là où des MrBeast et des gros créateurs ne jurent que par des intros ultra dynamiques avec des effets dans tous les sens. Et comble du comble, il a même décidé de passer en non répertorié la majorité de ses vidéos alors que beaucoup d'entre elles avaient dépassé le million de vues, qu'elle continuait à générer beaucoup de vues sur sa chaîne. Moi, un pote qui me dit qu'il veut faire la même chose, je lui dirais mais t'es sûr que ça va bien dans ta tête là? Parce que oui, il faut se le dire, ces comportements-là, ça défie toute logique de l'algorithme YouTube. Alors évidemment, Ego, c'est pas juste un rebelle qui fait n'importe quoi, il a une approche extrêmement calculée de YouTube, c'est juste qu'elle est radicalement différente de celle qu'on voit d'habitude. Vous me connaissez, il a fallu que j'aille au fond du sujet, et donc pour comprendre, je suis revenu au tout début de la chaîne d'Ego et j'ai regardé ses contenus un par un, pour voir l'évolution. Et le premier élément qui m'a frappé, c'est de me rendre compte qu'en réalité, il existe deux mondes sur YouTube. Le YouTube d'Ego, c'est le YouTube des artistes, alors que le YouTube de la plupart des autres créateurs, c'est celui des artisans. Et ça, c'est une distinction qui est absolument cruciale pour comprendre pourquoi n'importe quel créateur peut probablement pas répliquer ce qu'a fait Ego. Ou du moins pas tout de suite. Alors c'est quoi un artiste de YouTube? C'est quelqu'un qui va créer ses vidéos à partir d'une vision, d'une mission, d'un message. C'est une personne qui est possédée par une idée, une obsession qu'il veut transmettre au monde. Il cherche pas à plaire à tout prix, voire il cherche même pas à plaire du tout. Mais par contre, les personnes qui sont touchées par son œuvre sont touchées au plus profond de leur être. Et pour l'artiste, c'est ça qui compte, même si au début, ça permet de toucher que quelques dizaines ou centaines de personnes. A l'inverse, l'artisan, c'est quelqu'un qui a une passion sans faille pour son métier. Quelqu'un qui va chercher à constamment s'améliorer, travailler sa technique, expérimenter pour devenir meilleur. Mais, et c'est ça qui fait toute la différence, un artisan doit aussi plaire aux personnes qui rentrent dans sa boutique. Et donc l'artisan a un public à satisfaire, il a des attentes à combler. La chaîne d'Ego, aujourd'hui, est donc une chaîne d'artistes. Et cette distinction artiste-artisan, elle n'est pas seulement théorique, elle est très concrète. L'artisan, il doit surveiller ses statistiques, optimiser ses contenus, faire de la B-test sur ses miniatures. L'artiste, lui, il peut juste se permettre de laisser son œuvre parler d'elle-même. Et là, j'aimais pas de jugement de valeur, il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Si tout le monde était des artistes sur YouTube, on aurait une plateforme remplie de contenus incohérents qui vont dans tous les sens. Et ce serait vachement dur finalement pour l'algorithme de vous recommander des contenus qui vous plaisent. Et s'il y avait que des artisans, ça manquerait cruellement d'âme, on se retrouverait avec beaucoup de copycat et de contenus qui finalement se ressemblent. Mais il y a un point crucial que vous devez absolument comprendre pour la suite de cette vidéo, c'est que Ego n'a pas toujours été un artiste. Ego a commencé comme un artisan. Parce que ses premières vidéos suivaient méticuleusement toutes les bonnes pratiques de YouTube. Il faisait des titres accrocheurs, il avait des structures narratives parfaitement optimisées et des miniatures qui suivaient les codes. Ok, sur Apex, l'un des FPS les plus populaires de la planète, je peux vous montrer à quoi ressemble de la triche. Grâce à ça, il s'est construit une base solide, un public, une réputation, avant ensuite de pouvoir s'affranchir des règles. Donc c'est pas en ignorant les règles qu'il a réussi, c'est en les maîtrisant jusqu'au point où après il pouvait les dépasser. Et pour arriver à ce stade-là, il n'y a pas de raccourci. Et ça, Ego, il le dit lui-même. J'ai été chercher ce commentaire sur la chaîne de Hey Sami, où Ego a dit ça. Le niveau d'exigence de la scène, sans que j'en retire la moindre fierté, c'est moi qui l'ai mis en place. Aujourd'hui, plus encore qu'avant, il faut soit être excellent, soit être original. Jackpot si on coche les deux cases. Faut reconnaître que même par écrit, il est bon. Ok, mais en dehors de l'extraterrestre Ego, les autres créateurs, ils sont quoi? La réponse est simple, pour la plupart, ils sont des artisans. Et c'est parfaitement normal, et c'est même un très bon signe. Ils apprennent leur métier, ils affinent leur art, ils construisent leur audience. Et peut-être bien qu'un jour, certains d'entre eux deviendront des artistes. Et
Et c'est justement à ce stade-là que nous on intervient avec mon agence VideoBiz. Et on a mis toute l'année 2024 pour comprendre ça. On s'est planté sur l'accompagnement de très gros youtubeurs qui étaient déjà en réalité au stade d'artistes et pour qui la performance n'était plus la priorité numéro 1. En revanche, on s'est rendu compte que pour des créateurs qui sont dans une démarche d'amélioration continue et qui ont du talent, et ben là l'impact qu'on avait était énorme. Il y a qu'à voir ce qui s'est passé avec Bienvenue au cabinet et des dizaines d'autres chaînes qu'on a fait exploser en 2024. Vous l'aurez compris, tout ça se fait pas du jour au lendemain. Ça demande d'analyser, de s'inspirer et de comprendre les mécanismes des plus grands. Et c'est ce qu'on va faire maintenant. Quand on regarde les contenus d'Ego de façon chronologique, on découvre une évolution qui est fascinante et qui se passe en 3 phases. Sa première phase, c'est l'artisanat. Ces vidéos comme le plus grand serveur de Minecraft ou le surdoué millionnaire de Fortnite utilisaient des techniques très classiques mais parfaitement maîtrisées. Des titres qui jouent sur des superlatifs, des doubles sens un peu intrigants et évidemment des scripts millimétrés. Par exemple, le titre « Le surdoué millionnaire de Fortnite », ça joue sur un double sens ingénieux. Avant de cliquer, on s'imagine un gosse de riche qui devient numéro 1 sur Fortnite, alors que la réalité est différente. C'est plutôt quelqu'un qui est devenu très bon sur Fortnite et qui en est devenu millionnaire. Ce petit décalage-là, il crée de la curiosité, ça pousse au clic, et c'est une technique très classique mais qui est redoutablement efficace sur YouTube. Ego a choisi ce titre, et c'est pas un hasard. Mais si là je vous parle de la couverture de la vidéo, le fond de la vidéo est bien plus important. Ego nous démontre ici sa capacité à prendre un jeu vidéo ultra populaire pour le complexifier à l'extrême. La construction en quelques mois est devenue une mécanique extrêmement complexe, un secteur du jeu à part entière. Il sait qu'en prenant un sujet aussi large, il va forcément attirer la communauté des gamers, et que par le fond de sa vidéo et par la complexité qu'il met dedans, il va les marquer émotionnellement pour la suite. Et c'est ça qui va les pousser à faire en sorte que la vidéo soit recommandée, soit par un partage volontaire, soit par l'algo, sur des personnes qui ont des profils similaires à eux. Et preuve que Ego veut absolument toucher l'émotion des viewers, il utilise les mots chaos, destruction, anarchie toutes les 2 minutes dans sa vidéo. Et c'est pas un hasard. C'est méticuleusement calculé pour créer une tension constante dans la vidéo. Le rythme de la vidéo aussi suit une structure précise. On a une intro qui est lente et mystérieuse, puis on a une accélération progressive, puis une complexification croissante de tout ça avant un climax philosophique. Et quand on analyse vraiment dans les chiffres, on voit que c'est parfaitement maîtrisé et parfaitement calculé. Et à cette structure de vidéo s'ajoute une autre structure par palier qu'on retrouve constamment dans chaque partie de la vidéo. D'abord l'évolution mécanique, puis l'évolution compétitive, qui est montrée par les tournois, pour arriver à la fin à l'évolution des personnages, où là on analyse les joueurs. Et en fait chaque palier est fait pour augmenter les enjeux et garder le spectateur accroché. Donc après avoir décortiqué ces premières vidéos de la chaîne d'Ego, on se rend compte que c'est de l'artisanat, tout est bien calculé, tout est précis, ça suit les règles, c'est juste de l'artisanat très haut de gamme. C'est un peu le Louis Vuitton de YouTube si vous préférez. Mais à ce stade, Ego est un excellent artisan, mais pas encore un artiste. La deuxième phase, c'est la transition. Et là, avec des vidéos comme celle sur Trackmania ou sur Geometry Dash, on se rend compte qu'il est en train de transformer des défis techniques en épopées humaines. Il parle plus simplement de jeu là. Il parle de ce que ces jeux révèlent de la nature humaine. Ce petit moment, perdu dans le temps, durant lequel les miracles se succéderaient. Dans la vidéo sur Geometry Dash, il passe 45% du temps à parler de la technique du jeu, en expliquant à quel point c'est difficile de le maîtriser. Mais une fois qu'il nous a expliqué tout ça, il transforme ça en aventure humaine. Il nous raconte plus uniquement comment un record a été battu, il raconte une quête héroïque. Et là non plus, c'est pas un hasard. Et cette fois-ci, quand on analyse les termes utilisés dans ces vidéos, on se rend compte que c'est les mots impossible, infaisable, inhumain qui reviennent toutes les 2 minutes. Sacré changement par rapport aux vidéos d'avant. Dans la vidéo Trackmania, il assume complètement de s'intéresser au côté mental des joueurs. Il étudie avant tout l'aspect psychologique derrière la performance. Et on sent qu'il commence petit à petit à s'éloigner du sujet du jeu pour explorer quelque chose de plus profond. Le moment aussi où Moda se rend compte qu'il peut finir Deep Fear pour de vrai et mettre fin à des années d'essais infructueux, des années de souffrance, de résignation. Je sais pas vous, mais moi c'est en regardant cette vidéo que j'ai compris que Ego avait probablement un message et une mission bien plus importants à nous faire passer. Et c'est là qu'arrive la troisième phase, celle de l'artiste. La vidéo sur le jeu de la vie marque un tournant radical dans les vidéos de la chaîne Ego, parce qu'en fait il nous l'a fait à l'envers. C'est la première fois qu'il va analyser et se baser sur un jeu totalement inconnu pour nous amener in fine à réfléchir sur nous-mêmes en tant qu'être humain. C'est là où on commence à voir le plan se dévoiler. Avant il utilisait la psychologie comme prisme pour parler des jeux, mais les vidéos parlaient de jeux vidéo. Maintenant le jeu est plus qu'un prétexte pour parler de sujets universels. Et là aussi dans l'analyse on le voit, son vocabulaire change, sa structure de script évolue, et les ambitions d'Ego pour son audience se transforment. C'est aussi là où un public beaucoup plus large commence à découvrir à quel point Ego est doué pour raconter des histoires. Et non, je vais pas utiliser le terme storytelling parce que le terme est devenu galvaudé, on l'utilise à tort et à travers, et malheureusement ça a perdu de son sens. Pour vous donner un exemple de comment il construit ses histoires, on passe toujours par 5 phases qui sont incroyablement équilibrées dans ses vidéos, on est quasiment à 20% par phase à chaque fois. On a la tension initiale, après on a une première phase de complexification, ensuite on atteint un point de non-retour, puis on a l'accélération finale,
et enfin la résolution. En utilisant d'autres termes, en traduisant un tout petit peu, on retrouve mot pour mot le chemin du héros. C'est une structure qui non seulement permet de maintenir l'attention, mais qui offre aussi un degré de satisfaction particulièrement important à la résolution de l'histoire. Et ce dernier point-là, Ego, il l'a très bien compris depuis longtemps et c'est probablement son arme secrète dont personne ne parle. Et il a mis du temps à la trouver cette arme secrète parce que c'est seulement à partir de ce moment-là qu'il va l'utiliser systématiquement. Parce que, j'en suis aujourd'hui intimement persuadé, le point le plus important de tout son travail, le cœur du succès de sa chaîne, c'est son outro. L'intro c'est le début d'une vidéo, l'outro c'est le message de fin. Ça peut paraître anodin dit comme ça, mais pour quelqu'un qui, comme moi, est sur YouTube depuis des années, optimise des contenus pour la rétention, en disant on met 50% de l'énergie sur l'intro puis 50% sur le reste de la vidéo, quand je me suis rendu compte de ça, je suis tombé sur le cul. Et une fois de plus, Ego fait pas les choses comme tout le monde. Alors au début, il terminait simplement toutes ses vidéos par « En attendant, moi je vous embrasse et on se retrouve très bientôt. Tchuss !» Donc là, rien d'extraordinaire à cette outro, elle est peut-être même plutôt mauvaise. Et le véritable tournant pour moi arrive avec cette vidéo. Lettre d'amour à Minecraft, qui à l'origine d'ailleurs s'appelait pas du tout comme ça. Pour autant, cette vidéo c'est une vraie fracture dans la chronologie de sa chaîne. Parce que c'est la première vidéo qui ne raconte pas une histoire. C'est une toute petite vidéo qui dure 8 minutes qu'il a sortie à l'occasion de ses 100 000 abonnés. Et dans celle-là, Ego nous raconte pour la première fois son histoire. Son adolescence, toutes ces heures passées sur ce jeu vidéo, les frustrations, les moments de joie, tout ça. Et c'est probablement là que Ego a dû avoir la réalisation, en lisant les retours, les commentaires qu'ont laissé les gens sous sa vidéo, qui les avaient touchés en plein cœur. Et c'est de là que va découler ensuite la fameuse vidéo sur le jeu de la vie et ses 2 minutes de conclusion. Pendant ces 2 minutes, Ego est plus sur son écran, Ego ne parle plus du jeu de la vie. Il prend toute l'attention qu'on a mis dans l'histoire de ces petits pixels qui se développent sur un écran, et là il nous dit, vous voyez tout ça, bah en fait c'est 1000 fois moins intéressant que la vraie vie qu'il y a dehors, le monde qui nous entoure. Il nous dit, sortez, regardez dehors, c'est là que se trouve la vraie merveille. On aurait pu regarder ces petits bouts de vie en nous laissant emporter par les possibilités et en nous demandant ce que ça allait bien pouvoir donner. Cette outro, je sais pas comment vous l'avez vécu, mais pour moi c'était une grosse gifle. Parce qu'elle nous fait prendre conscience qu'on arrive à se fasciner pour du virtuel et pour des petits pixels, alors qu'on a le miracle de la vie et de la terre et de tout ce qui s'est développé dessus, là dehors, juste sous nos yeux. C'est brillant, c'est inattendu, ça frappe fort. Et je vous jure, après avoir regardé cette vidéo, j'ai mis sur pause, j'ai plus rien dit, et je crois que j'ai dû avoir la mâchoire qui est tombée. Et j'ai essayé de comprendre ce que je venais de me prendre dans la gueule. C'est exactement le même sentiment qu'on peut avoir à la fin d'un grand film, vous savez, quand on reste dans la salle pendant le générique, sans dire un mot. Et moi, cette vidéo, elle m'a tellement marqué que j'ai voulu la montrer à ma femme. Elle aussi, elle connaissait pas du tout le jeu de la vie. Alors on l'a regardé ensemble, et on a été tous les deux totalement captivés du début à la fin. Et c'est là que j'ai compris que Ego avait atteint ce niveau rare qui fait qu'il peut captiver et toucher des gens, même en dehors de sa niche initiale. Et si vous voulez mon avis, c'est là qu'est toute la beauté de YouTube. Nous, chez VideoBiz, on n'est jamais plus heureux que quand on a un de nos protégés qui arrive à toucher une audience super large pour parler de son sujet et de ce qui lui tient à cœur. C'est par exemple ce qui s'est passé tout récemment avec la chaîne de Barbara Chamard, qui a déjà dépassé plus de 400 000 vues sur la 2e vidéo de sa chaîne. Dans la foulée, elle a lancé son activité, elle a eu plein de contacts et plein d'opportunités, elle est même passée à la radio, et tout ça démontre que oui, sur YouTube, ça peut aller très vite. Et j'en profite pour vous dire que si vous voulez vous aussi décoller sur YouTube, vous avez le lien en description pour prendre un rendez-vous. Allez, retour sur notre histoire parce que Ego, il s'arrête pas là. Donc il nous a laissé avec une outro renversante sur le jeu de la vie, une outro qui a duré 2 minutes. Ça a bien fonctionné, ça a même cartonné. Qu'est-ce qu'il va faire à votre avis sur la vidéo suivante? Eh ben, il sort sa vidéo sur l'usine à trombone, et sur une vidéo qui dure 38 minutes, l'outro dure 18 minutes. C'est monstrueux. C'est quasiment la moitié de la vidéo qui ne parle pas du tout du jeu, et qui est dédiée à une réflexion profonde sur l'IA, et sur l'avenir de la société, sur l'avenir de l'humanité. Il a compris, mais extrêmement vite, que c'était dans les conclusions et dans ces moments-là où il pouvait impacter très fortement les gens. Et ce qui est marrant, en fait, c'est que cette vidéo-là, cette nouvelle vidéo, je l'ai partagée avec quelqu'un qui était encore moins dans son univers, c'est-à-dire ma fille. Et vous savez quoi? Elle aussi, elle a été tout aussi fascinée par la vidéo d'Ego. C'est là vraiment qu'on voit que Ego, il étend son audience cercle par cercle. C'est juste qu'il va faire des cercles beaucoup plus larges à chaque fois et qui prend des raccourcis. Et puis, ultime évolution pour lui, le musée de l'oubli, qui est, à mon sens, une vidéo entière qui est une outro en fait. Il se contente plus de nous parler d'un sujet et ensuite de nous impacter avec ses réflexions. Non, là, il nous fait littéralement vivre une expérience immersive. Il nous explique pas la maladie dont il veut nous parler, il nous la fait vivre de l'intérieur. Et pour moi, c'est vraiment là qu'on comprend l'extraterrestre qu'est Ego. Parce qu'un artisan classique sur YouTube serait arrivé à ces mêmes conclusions, mais probablement après des centaines de vidéos et après des années et des années de pratique, tout en continuant et en acceptant de continuer de progresser et d'expérimenter avec ses contenus. Ego, ça lui a pris 3 vidéos. C'est jamais vu. Et là où on comprend que c'est totalement devenu un artiste, Ego, c'est que sa vidéo sur le musée de l'oubli a logiquement fait beaucoup moins de vues que les vidéos précédentes. C'est un concept qui s'est éloigné beaucoup trop vite des concepts qui avaient fait le succès de sa chaîne, mais il s'en fout, parce que l'impact a été absolument énorme. Et c'est là où un créateur qui est focalisé uniquement sur les stats et sur sa croissance, il ferait machine arrière, mais Ego, lui, je pense qu'il a d'autres plans pour la suite. Et si on revient sur la question de l'outro, qu'est-ce qui fait que Ego met autant d'énergie dessus et que la plupart des autres créateurs s'en foutent pas mal?
Je pense que la raison, elle se cache derrière ce graphique. On appelle ça une courbe de rétention, et ça montre, par rapport au nombre de personnes qui ont cliqué sur la vidéo, le pourcentage de ces gens-là qui sont toujours là après 5 minutes, 10 minutes ou jusqu'à la fin de la vidéo. Donc au début, les gens cliquent, on est à 100%, et on voit qu'au fur et à mesure, ça diminue, pour arriver à la fin, 30, 40, 50%. Donc tout naturellement, la plupart des créateurs vont penser l'énergie qu'ils vont mettre de leur vidéo de façon décroissante. J'en mets un max au début, j'en mets moins à la fin. Alors que pour Ego, la courbe d'énergie qu'il va mettre dans sa vidéo, ça ressemble plutôt à ça. Vous voyez ce que ça veut dire en fait? Ça veut dire que narrativement, il met 3 fois plus d'énergie, 3 fois plus d'arc narratif, et qu'il passe probablement 3, 5, 10, 100 fois plus de temps sur la structure de ses vidéos que les autres. Je pense que le shift mental qu'il a fait, c'est qu'il ne pense pas au fait qu'une partie de l'audience est partie, il pense surtout à tous les gens qui ont décidé de rester. Et il se dit, c'est ceux-là que je veux vraiment toucher. Alors c'est bien beau, hein, mais tous les créateurs sont pas faits pour écrire de tels scripts. C'est vraiment pas évident et on n'est vraiment pas tous des scriptwriters nés et moi le premier. À titre personnel pour mes vidéos, le script c'est même l'étape la plus bloquante. C'est même cette étape qui fait que je peux avoir des super idées, avoir fait des recherches incroyables sur un sujet et bloquer pendant des semaines voire des mois avant de sortir la vidéo. Parce que je sais pas par où commencer pour organiser mes idées et je sais pas comment trouver le fil rouge qui va permettre de faire une trame narrative pour ma vidéo. Alors dernièrement j'ai essayé de déléguer des scripts à des personnes dont c'est le métier de rédiger. Et c'était super bien écrit, mais le gros problème c'est que c'était pas optimisé pour la rétention. La plupart des scriptwriters ne sont pas spécialisés en YouTube et ne savent pas ce qu'il faut faire pour faire de la perf. Et puis surtout, si on veut des bons scriptwriters, c'est des prestations qui sont hors de prix. Donc à la fois, c'est pas forcément rentable et en plus de ça, nous chez VideoBiz pour l'accompagnement de nos clients, on a délégué certains scripts comme ça à des scriptwriters, mais niveau pricing, ça passait pas. Alors on a développé une méthode en interne qui permet de coécrire des scripts beaucoup plus facilement. On a toujours besoin d'un petit peu de jus de cerveau du créateur, mais derrière, on prend la main et on arrive à sortir des excellents scripts optimisés pour la rétention pour un prix qui est plus que raisonnable. Et le meilleur dans tout ça, c'est que ça fait des perfs de malade sur les vidéos. La vidéo que vous êtes en train de regarder là maintenant, elle est passée par ce process. Et je vous montre là quelques autres exemples de vidéos qui sont passées par cette méthode aussi. Et vous pouvez voir à quel point elles ont cartonné. Donc là aussi, si jamais ça vous intéresse, vous connaissez le chemin, rendez-vous dans la description. Les scripts, c'est ultra puissant, on le sait tous. Et pour Ego, c'est ça qui fait qu'il y a des millions de personnes qui vont cliquer sur la vidéo suivante sans même regarder le titre ou la miniature. Et surtout, petit effet intéressant, quand on voit la prochaine vidéo s'afficher, on est nombreux maintenant à ne plus cliquer dessus tout de suite, mais à la mettre de côté pour pouvoir se poser dans le canapé le soir et la regarder tranquillement. On se bloque maintenant du temps pour se créer un moment Ego. Et ça évidemment, l'algo de YouTube, il le comprend bien. L'algo est capable de détecter par exemple si vous a proposé la vidéo d'Ego sur votre smartphone en page d'accueil, que vous avez stoppé dessus et que 2-3 heures plus tard vous êtes sur votre télé en train de chercher la vidéo d'Ego. Et là pour YouTube c'est OK. C'est banger. Et là, on peut dire qu'en tant que créateur, vous êtes au stade ultime quand vous arrivez à provoquer ça chez votre audience. Et j'insiste, pour moi, ce Graal là que Ego a atteint, il est en grande partie dû à son travail sur l'outro, qui est une part que tous les créateurs ignorent complètement. Maintenant, attention, on arrive à la partie la plus importante de cette vidéo. Et c'est une partie qui va pas plaire à beaucoup de créateurs YouTube. Parce que c'est la partie où je vais vous dire pourquoi on ne peut pas tout simplement répliquer et copier ce que fait Ego. J'ai vu tellement de chaînes essayer de refaire des miniatures minimalistes un petit peu façon Ego, un petit peu mystérieuses, et avoir des taux de clics au ras des pâquerettes. J'ai vu des petits youtubeurs qui essayaient de parler exactement avec la même tonalité, les mêmes pauses dans la voix que ce que fait Ego. Et pareil, leurs vidéos marchent pas, les rétentions sont mauvaises. Et là où la plupart se plantent en fait, c'est qu'ils imitent des aspects superficiels de la chaîne d'Ego, sans comprendre qu'en fait, l'essence de son succès réside dans le travail, réside dans l'expérimentation et réside dans son approche originale. Parce que la vérité, c'est que Ego peut se permettre de faire tout ça, tous les trucs qu'on vous a dit là qui sont contre-intuitifs, il peut se permettre de faire tout ça maintenant, parce qu'avant il a construit sa base. Maintenant, son nom est devenu sa marque. Les gens cliquent pour lui et plus pour ses titres et ses minias. On le voit, nous on accompagne un certain nombre de créateurs qui sont en train d'arriver à ce stade-là et on constate vraiment que sur des concepts de miniatures et de titres totalement différents, les taux de clics sont quasiment toujours les mêmes, quel que soit le concept qu'on a choisi. Ça a plus d'impact. En tout cas sur le cœur de communauté. Évidemment, sur les nouvelles audiences, ça a toujours un impact très fort. Mais bon, en gros, imaginez Taylor Swift qui décide de sortir un morceau qui s'appelle Titre 1. Il y a de bonnes chances que ce morceau il fasse des millions d'écoutes, et même qu'on crie au génie, alors qu'un inconnu avec le même titre intéresserait juste absolument personne. Donc on comprend bien que dans ce cas précis là, c'est pas le titre qui fait le succès, c'est la réputation derrière. Ego il a plus besoin d'optimiser pour l'algorithme comme vous et moi. Lui il a déjà franchi l'étape. Et c'est pour ça qu'il peut commencer ses vidéos avec des fondus au noir de 4 secondes sans dire un mot. Mais pour n'importe quel autre créateur, ce serait une catastrophe. Alors si vous aimez Ego, s'il vous plaît ne copiez pas ce que vous voyez de sa chaîne, copiez ce qui ne se voit pas, copiez tout le travail derrière. Et respectez le chemin qu'il a parcouru. Regardez, il a commencé en septembre 2022 avec une vidéo sur les champions français du jeu Rocket League. L'audience était ultra claire, Rocket League, e-sport, champion e-sport. Il a fait beaucoup de vidéos sur ce sujet unique jusqu'à atteindre ses 10 000 premiers abonnés. Ensuite, il a entamé un glissement d'audience progressif, toujours en parlant de Rocket League, mais en parlant à une audience un peu plus large. Résultat, il atteint ensuite les 60 000 abonnés. Et à partir de janvier 2023, il ouvre encore plus ses sujets. Tetris, Minecraft, Fortnite, Apex.
chaque nouvelle vidéo conservait la base de son contenu tout en parlant à des audiences nouvelles. Mais toujours bien niché dans le jeu vidéo compétitif. C'est typiquement ce qu'on appelle une stratégie de développement d'audience par cercle concentrique et c'est une excellente méthode sur YouTube et c'est quelque chose que nous on fait tous les jours pour nos clients chez VideoBiz. Et depuis, Ego a fait évoluer ses objectifs sur la plateforme et aujourd'hui il n'a pas du tout les mêmes objectifs que la plupart des créateurs. La perf n'est plus sa préoccupation numéro 1. Son image, son impact sur la société, ses projets culturels ont plus de poids dans ses décisions que le nombre de vues sur ses vidéos. Et n'oublions pas surtout que ce qui fait la force d'Ego, c'est que lui il copie personne. Et donc, toutes les personnes qui font des vidéos comme Ego, ils ont juste pas compris que ce qui fait la force d'Ego, c'est son originalité justement. Alors est-ce que ça veut dire que du coup, il n'y a rien à apprendre, il n'y a rien à tirer de sa chaîne ? Et ben pas du tout. Il y a une leçon extrêmement précieuse à tirer de son parcours. Parce qu'au lieu de se poser la question de comment faire comme Ego, je préfère vous donner une approche beaucoup plus concrète. L'idée c'est de trouver un équilibre entre l'artiste et l'artisan qui est en vous. Créez de temps en temps des contenus pour votre âme d'artiste, c'est important. Faites des vidéos qui vont marquer durablement votre audience. Mais idéalement, essayez de les préparer stratégiquement pour leur donner une chance de fonctionner. Parce que sinon c'est votre motivation qui va tomber. Et ces vidéos d'artistes sont beaucoup plus difficiles à faire fonctionner, donc désespérez pas. Et entre ces grands projets, ces grosses vidéos, continuez à pratiquer votre artisanat et à faire grossir votre chaîne. Ces vidéos régulières, elles maintiennent votre présence sur la plateforme, c'est votre fonds de commerce, elles vont fidéliser votre audience et c'est aussi celles-là qui vont générer vos revenus. Et vous trompez pas, hein, l'algorithme il n'est pas contre vous. L'algorithme cherche un résultat étonnamment simple, pousser la bonne vidéo à la bonne audience, au bon moment. Et ça c'est un élément clé de YouTube, parce que c'est ça qui permet de faire en sorte que vous ayez dans vos recommandations autant des vidéos de créateurs qui sont là depuis très longtemps que de tout nouveaux créateurs. Et donc le plus difficile en fait pour l'algo, quand vous faites vos vidéos artistes, c'est de savoir est-ce que vous êtes vraiment la bonne audience et de savoir si vous êtes là au bon moment. Parce que généralement ces vidéos-là elles sont bonnes. Je vais vous donner un exemple de comment j'ai contourné ça sur ma chaîne photo. Alors depuis très longtemps sur ma chaîne photo, j'ai un format que j'aime beaucoup qui s'appelle le quart d'heure photo. J'emmène les gens dans la nature, dans la montagne, on fait des vlogs, on va faire des photos ensemble et on a quelques petits enseignements pour apprendre à faire de plus belles photos ensemble. C'est les vidéos qui sont de loin les plus coûteuses en temps et en budget sur ma chaîne. Et malgré ça, historiquement c'est les vidéos qui ont le moins bien marché. Mais chaque fois que je croisais quelqu'un qui connaissait ma chaîne photo, notamment au salon de la photo, systématiquement, il me parlait des quarts d'heure photo. Il me parlait jamais des tests de boîtier ou des actus de la photo que je faisais et qui faisaient pourtant 5 ou 10 fois plus de vues. Donc en fait, c'est quand vous avez ces signaux faibles-là que vous devez vous dire « j'ai un format vraiment important », qui impacte les gens, mais il faut pas se contenter de se dire « bon, c'est condamné à pas marcher ». Parce que pour moi, au début, ces quarts d'heure photo, ils performaient mal, et c'est là où effectivement quelqu'un qui a une vision industrielle de YouTube dirait « hop, ça performe moins bien, ça dégage ». C'est là où un artiste pur dirait « oh, tant pis pour les vues, c'est pas grave, même si ça touche que 2000 personnes, je suis heureux comme ça ». Et moi, en tant qu'artisan, j'ai décidé d'explorer une troisième voie. J'ai expérimenté, j'ai affiné le format, j'ai pensé à comment faire en sorte que ces gens dont je sais qu'ils apprécient ces contenus, ils deviennent la bonne audience et que ce soit le bon moment pour eux, en leur faisant une promesse d'apprentissage. Et petit à petit, ces vidéos ont commencé à performer, jusqu'à celle que j'ai sortie tout récemment, où j'ai été shooté au Cirque du Fer à Cheval en hiver, fait un shooting photo magnifique, et la vidéo a déjà dépassé les 50 000 vues. Et j'ai également été amené à créer des hors-séries dans ce format, avec une réflexion beaucoup plus poussée sur notre pratique photographique et à quel point ça pouvait impacter nos vies, nous, de personnes. Et donc ces vidéos, elles ont bien marché, justement parce qu'elles étaient impactantes. Mais aussi parce que j'avais réussi à les remettre dans un cadre familier pour mon audience. Résultat de tout ça, ma chaîne photo a jamais aussi bien marché qu'en ce moment. J'ai même augmenté la taille de ma communauté fidèle. Donc retenez absolument cette règle. Vaut mieux une vidéo qui touche profondément les gens que 10 vidéos qui les touchent pas. Parce que cette unique vidéo qui va marquer profondément les gens, si en plus vous arrivez à la rendre virale, ça va marquer les esprits et ça va transformer vos viewers occasionnels en fans inconditionnels. Ça fera qu'ils vont cliquer automatiquement sur les 5-10 prochaines vidéos en se disant que possiblement ils vont retrouver ce qu'ils ont autant adoré dans cette vidéo-là. C'est là que votre impact est maximal. Et c'est à ce moment-là que Ego a sorti sa vidéo sur le musée de l'oubli. Donc faites pas l'erreur que font tous ces créateurs qui pensent que pour réussir sur YouTube, il faut oublier sa vision artistique. Mais c'est quand même très important de bien faire la distinction entre les vidéos qui vous plaisent, à vous, et les vidéos qui plaisent à votre audience et qui marchent. Et l'approche la plus puissante et celle qu'on s'efforce d'avoir nous avec nos clients, c'est de tout faire pour trouver un moyen de faire marcher des vidéos qui vous tiennent à cœur. Et c'est exactement ce qu'a fait Ego en fait. Il n'a pas abandonné toute sa stratégie YouTube pour devenir un artiste pur. Il a en fait fusionné les deux approches pour réussir à faire performer ses vidéos tout en ayant un impact fort sur les gens. Pour beaucoup de créateurs, jongler entre artistes et artisans, c'est très difficile. Et donc souvent pour eux, la bonne formule, c'est de bien s'entourer. De garder votre place d'artiste et de vous faire aider sur la partie artisan, ou à l'inverse, de garder votre rôle artisan et de vous faire aider sur la partie artiste. Et c'est indispensable d'avoir ce mélange des deux pour qu'une chaîne réunisse tous les ingrédients. Donc si vous avez une chaîne artisanale, essayez quand même de réfléchir là maintenant au sujet de fond sur lequel vous voudriez sensibiliser les gens. Pour quelle mission vous voulez utiliser votre chaîne YouTube? De quoi vous avez profondément envie de parler? Qu'est-ce qui vous a amené à aller sur YouTube au départ? N'oubliez pas cette petite motivation-là de départ. Alors pourquoi je dis que j'ai peur pour YouTube après avoir analysé toutes ces vidéos d'Ego? Eh bien il y a 3 raisons principales. D'abord, le niveau qu'il a atteint est stratosphérique et je parle là de la qualité de son contenu. Et ça peut effrayer en fait des nouveaux créateurs qui se disent moi je veux bien aller sur YouTube
YouTube, mais jamais je pourrais arriver à un niveau tel. Donc en fait, c'est perdu d'avance. Et le problème, c'est que bien souvent, les créateurs qui ont cette mentalité-là, c'est souvent des créateurs qui ont des choses super intéressantes à dire, qui ont besoin de prendre la parole, et qui vont s'auto-censurer et finalement ne pas y aller. Donc c'est une perte de créativité pour la plateforme. Ensuite, ce qui m'embête aussi, c'est pour la communauté des créateurs, où beaucoup sont très fans de ce qu'il fait. On voit un peu la même chose avec Feldup, beaucoup de personnes sont hyper fans de ce qu'il fait, mais ils pensent, à tort, que son succès est dû à de mauvaises raisons, à sa façon de parler, à ses miniatures minimalistes, etc. Et donc en fait, ça vient brouiller leur perception de ce qui fonctionne sur YouTube et de ce qu'ils devraient faire sur YouTube. Et donc en fait, ça risque de rendre plus mauvais des créateurs sur la plateforme. C'est sacrément paradoxal, mais c'est là où c'est important en fait de bien comprendre ce qui se passe derrière, de suivre des vidéos comme celle du coin des youtubeurs, parce que l'idée ici c'est de comprendre réellement les vrais ingrédients qui font le succès d'une chaîne et d'enlever tous ceux qui sont des a priori ou des choses qui sont non prouvées en fait. Et enfin évidemment, il y a trop de créateurs qui pensent qu'il suffit de faire du ego pour réussir, qui vont copier les aspects superficiels, on l'a déjà dit, la voix, les miniatures, le style, etc. Sans comprendre qu'en fait, l'origine de son succès, c'est l'authenticité et le contenu original. Et on l'a déjà vu par le passé, la course à l'imitation, c'est jamais bon pour une plateforme. Parce que la force de YouTube vient avant tout de sa diversité. Mais je vais finir sur une note positive. Ego représente évidemment pas un danger pour YouTube. En tout cas, pas si on prend toutes et tous le temps de faire les efforts qu'il a consentis pour démarrer sa chaîne. Parce que la vraie leçon que cette chaîne nous donne, c'est que ce soit à votre première vidéo ou à la millième vidéo que vous allez faire sur votre chaîne, c'est important de conserver votre vision ou votre mission, appelez-le comme vous voulez, en rêvant comme un artiste mais en travaillant comme un artisan. Je suis intimement persuadé que YouTube c'est la meilleure plateforme pour faire évoluer le monde dans le bon sens. Alors faisons comme tel, en nous forçant de nous retrousser les manches, en jouant le jeu et en créant des contenus qui comptent vraiment. Il n'y a pas qu'une seule façon de réussir sur cette plateforme. Certains sont et restent des artisans exceptionnels, qui créent régulièrement des contenus de très haute qualité et qui tirent la société vers le haut. Et d'autres sont des artistes visionnaires qui bouleversent régulièrement notre vision du monde. Les deux ont leur place et le monde de YouTube a besoin des deux. Ego est le roi du storytelling en France. On va pas pouvoir le détrôner, alors du coup, j'aimerais m'inspirer d'un autre Ego. Anton Ego, le critique culinaire génial du film Ratatouille, qui devant le génie inattendu d'un petit rat, ose se remettre en question. Et finit alors par comprendre la maxime d'Auguste Gusteau, tout le monde ne peut pas devenir un grand artiste, mais un grand artiste peut surgir de n'importe où.